Bonjour à tous et à C'est toutes, vraiment ça. bienvenue sur le live, le premier de l'épisode entre Renardes avec ma chère amie Luzardia. Bienvenue Luzardia. Coucou. Et du coup, je vais te laisser te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Bah écoutez, salut, je m'appelle Luzardia, je suis artiste. Je fais plein de trucs différents. Je fais par exemple des collages que vous pourrez retrouver sur mon compte Instagram. J'écris et il y a beaucoup de mes écrits que vous pouvez retrouver sur mon compte Substack. Et après, je fais aussi de la vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et si ça vous intéresse de suivre tous les process de mes différents arts, je fais beaucoup de choses en live sur Twitch. Voilà, j'espère que ça te va comme présentation succincte. C'est parfait. Pour les gens qui regarderont d'ailleurs la diff sur YouTube, vous aurez tous les liens de Lusa, bien évidemment, dans la description pour aller retrouver qu'elle vient de décrire. Elle fait beaucoup de choses. Alors du coup, pour commencer cette petite entrevue, ma chère Lusa, on va parler de ton activité, de ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup de choses, comme tu viens de le dire. C'est quoi ton activité principale? Comment tu définirais ce que tu fais dans la vie? Et depuis quand est-ce que tu le fais? Officiellement, je suis artiste plasticienne depuis le 21 mars 2025. Officiellement, en gros, je suis référencée artiste dans les papiers de l'État, on va dire. Mais sinon, je crée depuis que je suis petite, même si j'ai des phases, par exemple, quand j'étudiais, forcément, j'avais moins le temps, donc je laissais un peu tomber la peinture ou l'écriture, ou même un peu tout en même temps. Donc, on va dire que j'ai vraiment commencé au printemps, enfin même en hiver dernier, l'année dernière. Et si on me demande ce que je fais, on va dire que je réponds que je suis artiste sans trop rentrer dans les détails. Et après, selon la personne, si elle a l'air d'être curieuse ou de vouloir en savoir plus, je vais un peu plus expliquer. Mais en général, je dis juste que je suis artiste. Et du coup, si tu donnes des détails à la dite personne, tu donnes quoi comme détail sur ce que tu fais? Bah, je vais essayer d'expliquer que, en gros, vraiment mon art préféré, enfin celui qui m'anime, enfin qui me fait vivre le plus, c'est l'écriture. Et à partir de là, je vais expliquer que je fais aussi du collage et j'essaye de mettre beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de mes toiles où je mets des poèmes dedans, je mets des phrases, enfin, il y a beaucoup de lettrage, etc. Et en même temps, j'essaye de faire des courts-métrages avec des dialogues, des textes. Enfin, par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était parce que je sais très bien que sur Internet, les gens vont pas, enfin, ça les intéresse pas trop de juste lire. Et Hmm. donc, je me suis dit, je vais faire des vidéos qui reflètent mon texte ou qui le soulignent, enfin, je sais pas trop comment dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos et maintenant j'essaie de faire des courts-métrages pour pouvoir exprimer ce que je disais, enfin ce que je veux dire, mais Mhm. avec des images plutôt. Ouais. Et il y a tout qui se mélange en même temps, enfin mes trois univers. Et en fait, je sais même plus lequel domine lequel, si je peux dire le mot dominer. Mais j'essaye de tous les utiliser en même temps parce qu'à chaque fois, j'arrive à exprimer quelque chose de différent, même si c'est le même sujet à la base. D'ailleurs, on peut dire aux gens qui nous regardent que ce qu'il y a derrière toi sont des toiles que tu as réalisées toi, d'ailleurs. Ouais, bah là, je suis dans mon atelier, donc c'est tout mon bordel, mes projets en cours, mes projets finis. Enfin là, ce qui est pratique avec des toiles, c'est que ça se voit sans devoir faire de vidéos, de machin, de trucs, juste tiens, regarde mon tableau. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette voie? Parce que on sait un peu tous et toutes que pas forcément une voie très facile, la voie d'artiste. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à sauter le pas? Pourquoi tu t'es dit, bon, vas-y, je vais pas faire un boulot genre classique, entre guillemets. En fait, pour expliquer pourquoi j'ai sauté le pas, je pense qu'il faut d'abord que j'explique pourquoi j'ai pas sauté le pas avant. Ouais, ouais, D'accord. vas-y. Bon, on va pas compter la primaire ou quand on nous demande ce qu'on veut faire plus tard, on répond tous c'est un peu des trucs. Bah Oui. moi, je veux devenir Tarzan, je veux devenir président, enfin bref, un peu des rêves comme ça d'enfant. Moi, je disais que je voulais devenir une fée, par exemple. Bon, bref. Pourquoi Et pas? à partir du collège, quand ça devient sérieux, et que vraiment, je me souviens, même en sixième, on avait des fiches, voilà, ce que vous voulez faire plus tard, etc. Je pense qu'à partir de la quatrième, je voulais vraiment me diriger vers des métiers artistiques. Et enfin, j'étais en cinquième ou en quatrième, je voulais devenir parolière de chansons. Ok. C'est déjà l'écriture, mais comme j'écoutais beaucoup de musique, je voulais me diriger plus dans la musique. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé à la fin. Et en fait, le problème, c'est que quand tu dis ça à tes profs ou à des conseillers d'orientation, en gros, ils disent d'accord, mais sinon, t'as un projet réaliste. Et en fait, quand t'as 12 piges ou 13 piges, enfin même jusqu'à 20 ans, en vrai, enfin, des adultes, c'est un peu ceux qui savent les choses et tu te dis putain, mais en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est impossible. Et puis bah, après, t'as tes parents quand t'arrives au lycée et qu'il faut vraiment que tu commences à choisir ton université, ta spécialité, etc. Enfin bref, en gros, le métier que tu vas faire. Quand tu dis que tu vas être artiste, tout le monde te dit mais tu sais que tu gagnes pas d'argent quand t'es artiste.
Et donc du coup, je me suis retrouvée un peu pour faire plaisir à mes parents et pour, que les profs et les conseillers d'orientation arrêtent de me faire chier à dire: «OK, bah, je vais aller en fac de psycho». Je me souviens que vraiment un de mes choix, c'était que 1, j'avais une pote qui partait en fac de psycho. 2, je me suis dit: «Bon, ça m'aidera à aider mes potes et à m'aider moi peut-être» et vraiment l'argument, le plus fort, c'est qu'il y avait que 14 heures de cours par semaine en L1. Voilà, donc je suis partie en fac de psycho et en M2, j'ai passé un entretien pour un stage et en gros, à un moment, le mec qui me faisait mon entretien ou une meuf, je sais même plus, m'a demandé: «Et du coup, tu faire quoi après ton master?» et la première réponse qui a popé dans mon esprit, c'était: «Bah, être écrivain». Ça n'avait absolument rien à voir avec mon stage puisque, bah, j'étais en fac de psycho Oui, et en fait, je suis sortie de là et je me suis dit: «Bon OK, c'est n'importe quoi ma vie là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, si j'ai pas le stage, je plaque mon master et fuck it. et j'écris». Mmh. Bon, j'ai eu mon stage, enfin ils m'ont dit: «OK, on vous prend» et en fait, je me suis dit: «Non, mais non, bah, du coup, je quitte quand même, Finalement, j'ai pas envie. je quitte quand même psycho». Bon, tous mes profs étaient en mode: «Mais what the fuck?» enfin, c'était vraiment, milieu de M2, bon bref. Et du coup, je suis partie, à l'étranger, j'ai fait que écrire pendant 6 mois. J'ai aussi repris le dessin et j'ai envoyé enfin, je faisais plein de dessins que j'ai envoyés à ma grand-mère et tout ça. Et après, je suis rentrée en France, j'ai continué d'écrire et j'ai fini un roman que j'ai envoyé à des éditeurs et cetera. Bon, j'y croyais pas et j'ai eu aucune réponse positive et donc bah, forcément après il y a un peu ton entourage qui te dit: «Bon, tu assez déconné maintenant, trouve-toi un vrai taf». Ah, quel enfer. Et ce que j'ai fait afin de fuir mes responsabilités, c'est que je suis partie vivre en Corée. Bah, voilà. Voilà. Et bah, là-bas, je me suis mis en tête que j'allais devenir traductrice parce qu'encore une fois, mon amour pour la littérature et pour les mots. Au final, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je suis restée 3 ans là-bas, j'ai bossé comme une ouf, mais j'ai échoué à mes examens pour, aller en école de traduction et je suis rentrée en France, j'étais pas du tout bien. J'ai un peu laissé ma vie de côté pendant 2 ans, mais en gros, j'avais pas de diplôme, mais j'étais quand même traductrice et après, il s'est passé plein de trucs dans ma vie et surtout, on est arrivé en début d'année 2025 et je me suis dit: «Putain, à la fin de l'année», parce que je suis de décembre, j'ai 30 ans, je suis très loin de enfin, en fait, Welcome dans la trentaine. pas ma vie, quoi. Et donc je me suis dit: «Bon, foutu pour foutu, j'ai un peu d'économie de côté, je devrais pouvoir toucher le chômage. C'est le moment ou jamais. Si je tente pas maintenant, je le ferai jamais parce qu'après je vais être encore plus adulte, donc ce sera» enfin, j'avais l'impression que c'était encore enfin, plus j'allais vieillir et plus j'allais trouver des excuses à pas faire ce que j'avais vraiment envie de faire et du coup, je me suis dit: «Allez, let's go, on y va et on verra bien et si ça échoue, bah, au moins j'aurais essayé et j'aurais pas de regret de me dire, c'était mon rêve et j'ai même pas tenté de le réaliser parce que j'ai Ouais. écouté tous les gens qui me disaient que c'était pas possible, quoi». Voilà, c'était très long. Non, mais c'est une bonne explication et puis c'est surtout que, bah, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans la même situation parce que, bah, on nous demande trop jeune de choisir ce qu'on veut et on sait pas forcément faire et du coup, on part faire des trucs et on se rend compte que c'est pas et après, bah, comme tu disais, il y a un peu ce côté de quand tu avances dans la vie, bah, des fois, tu te retrouves dans des situations, «stables» entre guillemets et du coup, tu es coincé et tu pas changer de voie pour faire quelque chose qui te plaît plus et surtout quand c'est des métiers, comme, je disais, genre, que les gens, considèrent pas comme des vrais métiers ou comme des métiers où non, tu y arriveras jamais, tout ce qui est métier artistique et tout, c'est pas des trucs où, quand tu dis, que tu as envie de le faire, les gens ils sont en mode: «Ouais, vas-y, let's go et tout». Ça, c'est hyper dur parce qu'en plus, il y a vraiment je me souviens quand j'étais je sais plus si c'était en troisième ou en seconde, mais quelqu'un qui m'a dit: «Mais tu sais que pour gagner de l'argent en tant qu'artiste, faut avoir du talent et tu te prends ça dans ta gueule alors que tu es déjà en pleine crise d'ado et que tu vas pas bien et tu es en Ouais, mode: "Je suis qu'une merde, bon the bah laisse-moi fuck? tomber"». Alors qu'en fait, juste tu peux dire: «OK, bon bah là, tu pas de compétences, mais va faire une école d'art ou je sais pas, prends des cours de dessin, de machin, de trucs». Mmh mh. Et le talent, c'est vraiment un mythe que je trouve assez insupportable et je pense que ça a détruit des rêves de plein de gamins et d'adolescents, Ouais, même je suis d'adultes d'accord. sans doute. Je pense qu'il y a un peu cette vision de, si tu as du talent, tu feras tout ce que tu as envie. Non, en fait, il faut du travail sur si tu as une personne qui a pas de talent, et qui travaille comme une ouf toute sa vie pour essayer de s'améliorer et pour devenir «qualifiée» entre guillemets, elle aura beaucoup plus de chances de succès que quelqu'un qui a soi-disant du talent, mais qui en branle pas une et qui cherche pas à s'améliorer et qui cherche pas à et qui se repose un peu sur ses acquis. Donc le talent fait pas tout. Certes, ça peut aider dans certains trucs, mais c'est pas comme ça que tu vas construire une carrière, quoi. Clairement et je pense que le talent, vraiment, le seul qui existe, c'est la persévérance, tu vois?
Mmh. et de pas écouter justement les gens qui vont essayer de te briser tes rêves, enfin j'ai pas d'autres mots, et juste de suivre vraiment ses envies et d'aller au bout, de pas se dire: «Bon bah, on m'a dit que c'était pas possible donc je laisse tomber quoi». Ouais, il faut pouvoir s'accrocher. Après, c'est vrai que faut avoir aussi les moyens malheureusement de faire ça. Que, bah, comme tu le disais, c'est des situations où après tu te retrouves des fois dans des situations un peu précaires et si tu pas de quoi retomber sur tes pattes, malheureusement, tu es un peu obligé de partir sur autre chose. Mais effectivement, c'est important, que suive un peu plus nos rêves et nos ambitions de carrière, même si c'est pas, devenir médecin ou pompier ou avocat ou voilà et qui nécessite, 6 ans d'études et Bah, c'est ça, puis en plus médecin, tu vois, par exemple, c'est quand même 8 ans d'études, donc c'est 8 ans de ta vie, tu vas être précaire parce que, mmh, mmh bah, mh. je pense que c'est super difficile d'assumer, ses études de médecine et à côté un job alimentaire. Oui. Puis après, quand tu es interne et cetera, tu pas un salaire mirobolant. Donc en fait, c'est pareil, tu vois, c'est on va dire si tu refais ta première année, que tu fais une spécialité et cetera, c'est 10 ans de ta vie où tu sais que tu vas être précaire, mais c'est pour un but derrière. Mais je pense qu'artiste, c'est pareil. Bon, OK, au bout de 10 ans, tu pas sûr d'être moins précaire, mais je pense que, bah, tu sais en te lançant que les premières années, ça va pas être celles où tu vas te dégager Mmh, un mmh mh. salaire de ouf, quoi. Ouais, clairement. Ouais, puis il y a l'entourage aussi qui est important, c'est vrai que quand tu es jeune et que tu veux faire certaines choses, ne serait-ce que si tes parents te disent: «Non!», bah, ça peut être, hyper impactant, surtout si ça nécessite de faire des études qui sont coûteuses et que tu pas les moyens de te le permettre, quoi. Mais du coup, Ouais et croyez en vos puis rêves! Faut croire en ses rêves, c'est bien. ouais, bon après vous lancez pas non plus, en mode, YOLO on y va parce que, bah, Oui. enfin moi par exemple si j'avais pas eu des économies et puis bon un peu de chômage et cetera, ça aurait été hyper dur. Enfin Mmh là mh. j'aurais pas de sous pour payer mon loyer par exemple. Donc Ouais, faut aussi, prendre des risques mais être un minimum prudent. c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment déjà, il faut être sûr de soi, ses envies et surtout il faut planifier comment on va faire si jamais ça marche pas comme on veut et pas forcément, baisser les bras à la première difficulté, mais avoir des plans de secours si jamais, il y a des soucis, qui se mettent des embûches qui se mettent sur le chemin, quoi. C'est ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, toi en tant qu'artiste et du coup, créatrice de contenu sur, les internets, ce serait quoi pour toi les qualités, pas les qualités, mais les points positifs et les points négatifs de ton travail? Qu'est-ce qui au quotidien, t'apporte du positif et quels sont un peu les points noirs où tu es en mode, «Un peu relou ça!» Bah, les points positifs, le plus évident, c'est quand même que je fais ce que j'aime Mmh, ce qui est très important. et vu le temps qu'on passe au travail, si t'aimes ton travail, c'est quand même déjà, un bon point, je trouve. Et ensuite, bon, ça, je pense que c'est pas seulement parce que je suis artiste, mais aussi parce que je suis indépendante. Enfin, je veux dire, auto-entrepreneur, c'est un peu le même statut, on va dire, même si c'est très Ah ouais? différent. Il y a quand même des points communs, c'est que je suis libre d'organiser mon planning comme je veux. Je peux, par exemple, me dire, bon, enfin voilà, je suis pas du matin, bah, je vais commencer à travailler à 10-11 heures et tant pis, je travaillerai jusqu'à 19 heures 20 heures. Bah, je peux le faire et il y a personne au-dessus de moi pour me dire non, non, ici c'est 9-17 et c'est pas autrement. Pareil, si par exemple, je sais pas, le mardi, j'ai la flemme de ouf ou je suis malade ou je sais pas quoi, bah tant pis, je travaillerai le dimanche. Enfin, en fait, c'est ça qui est trop cool. Bon, c'est aussi un point négatif parce que du coup, ton hygiène de vie est de plus en plus dégueulasse. Mais, Non! Je vois pas du tout de quoi tu parles. mais d'être flexible comme ça par rapport à son emploi du temps et bah ouais, enfin, je pense que vraiment pouvoir faire ce qu'on aime tous les jours, c'est quand même le point le plus positif. Et s'il y avait pas ça, je pense que personne le ferait parce que c'est par contre, dans les points négatifs, bah, déjà, il y a la précarité. Sachant que quand tu es auto-entrepreneur, tu rembourses, non, tu payes, énormément de cotisations et encore, moi, j'ai la chance d'avoir le statut d'artiste-auteur, donc c'est un peu moins. Il me semble que maintenant, les auto-entrepreneurs, ils doivent payer 25 de leur chiffre d'affaires et moi, je suis à 17 qui est quand même, déjà beaucoup moins et beaucoup plus Libérateur. gérable, même si en même temps, c'est pas c'est quand même énorme. Surtout Oui. qu'on paye beaucoup de cotisations, mais il y a plein de droits qu'on n'a pas. Enfin, par exemple, t'es pas reconnu vraiment comme travailleur, donc tu peux pas avoir le chômage. Pour les retraites, c'est très compliqué. Enfin, il y a plein de points comme ça où des fois tu te dis, ok, pourquoi je paye autant tous les mois? Surtout que bah ça commence, même si tu gagnes que 100 euros,
Ouais. tu les donnes. Il y a pas vraiment de plus tu gagnes, plus tu payes. Enfin, c'est pas du tout mis à l'échelle et ça peut être très compliqué quand tu débutes. Oui. Surtout qu'une des grandes différences avec les auto-entrepreneurs, c'est qu'en en tant qu'artiste-auteur, tu payes en prévisionnel. Donc en gros, tu vas te dire, bon, bah, cette année, potentiellement, je gagne, je sais pas, 6 000 euros. En fait, tous les trimestres, du coup, ils vont te faire payer sur ce qu'ils imaginent que tu vas gagner à l'année. Sauf que par exemple, bah, le trimestre 1 et le trimestre janvier, février, mars, bon, bah voilà, moi je sais que je vais rien gagner, sauf que tu payes quand même Ouais. sur tes 0 Ta euros prévision. de bénéfices. Donc Let's ça peut être go. super dur. Et après, je pense qu'un point qui est à la fois positif et négatif dans mon cas, sachant que je suis extrêmement introvertie et solitaire, c'est la solitude. Donc c'est très bien parce que tout du lundi au vendredi, tu te tapes pas Gérard de la compta ou de je sais pas qui d'autre qui te ferait chier à ton travail, mais en même temps, enfin moi par exemple, vu que je live sur Twitch, ça va encore. Je pense que sinon, il y aurait des fois pendant 3 4 5 jours où je parlerais pas. Mmh. Parce qu'en fait, je suis juste toute seule dans mon atelier, je sors pas de chez moi Ouais. parce que j'ai pas spécialement des trucs à faire dehors. Et c'est très compliqué. À ça s'ajoute que c'est quand même un statut hyper particulier. Et si t'as pas d'artiste, ou en tout cas de gens un minimum créatifs dans ton entourage, les gens vont pas comprendre. Moi, il y a vraiment des gens qui me disent, mais pourquoi tu te mets dans la merde financièrement juste pour un hobby? Et toi, t'es en mode, oh, Alors, ce n'est pas un hobby. assis-toi, on Et, va discuter. ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué à gérer. Il y a vraiment des fois où je me sens, même si j'essaye d'expliquer, etc., je sens qu'en fait, les gens sont en mode, ouais, d'accord, t'as fini ta crise d'adolescence, quoi. Et Ouais. c'est un peu blessant, surtout quand c'est des amis qui sont normalement assez proches de toi ou même des gens de ta famille. Et bah, c'est pareil, quand tu débutes et que tu gagnes pas des milliers, des cents, en fait, t'as les gens qui sont un peu en mode, ouais, bah, tu vois, je te l'avais dit que c'était dur, que machin, que truc, et t'as parfois l'impression que limite les gens attendent que tu échoues pour te dire, je te Ouais. l'avais dit, c'est une mauvaise idée, tu fais rêve. C'est quand même assez déstabilisant quand ça vient de la part de gens qui sont censés t'aimer et t'encourager, même si je sais qu'à la base, c'est parce qu'ils s'inquiètent et qu'ils veulent que j'ai une vie financièrement stable. Mais bon, voilà, ça c'est assez dur. Et puis Après, après, ouais, vas-y. il y a peut-être ce côté aussi que, bah, justement, il y a certaines personnes qui t'envient un peu d'avoir, toi, franchi le pas de suivre tes rêves et de faire un truc qui te plaît, quitte à, tout laisser tomber et tout. Je pense qu'aussi, il y a des gens qui ont internalisé un peu ce truc de, bah, je laisse tomber, mes rêves, de jeunesse et ce que je voulais faire, pour avoir une situation confortable et qui certes sont bien dans leur situation, qu'ils ont construite, mais envie quand même au fond d'eux, bah, les gens, comme toi qui franchissent pas de paquet et de les quitte à se mettre. Oui, je pense que bah, de voir quelqu'un tenter de réussir, si ce n'est réussir, ça te renvoie forcément des fois à tes propres échecs et bon, c'est pas le sentiment le plus agréable. Mais en même temps, je trouve que quand c'est quelqu'un qui est proche de toi, même si tu peux l'envier ou que ça peut te ramener à, bah, comme je disais, à des sentiments de frustration ou autre, fais pas payer la personne parce que c'est déjà assez Mmh. dur pour elle en fait. Enfin, je sais. Ouais, Et de c'est fou. pas elle qui a choisi à ta place. Donc, enfin, je trouverais ça, même si je suis sûre que oui, t'as raison d'un côté, je trouve ça tellement mesquin. Enfin, bon, bref. Ah oui, oui, C'est- mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que effectivement, je pense que c'est une des raisons pour laquelle, déjà, il y a beaucoup de gens haineux sur la terre et notamment sur internet et tout. Parce qu'il y a une forme de jalousie, en fait, de voir des gens réussir dans des trucs que toi, potentiellement, tu aurais eu envie de faire ou tu as envie de faire, mais que tu n'oses pas faire. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de bien s'entourer et d'avoir un entourage qui te soutient dans ce que tu fais et qui, quand il essaye de te dissuader de faire certaines choses, que ce soit vraiment dans la bienveillance et pas juste par pure jalousie que tu réussisses, quoi. Oui, après, je pense que tu vois, il n'y a jamais un truc qui est 100%. Enfin, il y a toujours plein de sentiments qui se mélangent. Même moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, je pense que de voir certains potes, bon, moi j'étais plus avec des potes qui étaient dans la musique, de les voir, je sais pas, faire des mini-concerts et tout, je pense qu'il y avait des fois où ça me foutait le seum. Tu vois, de me dire, putain, mais je suis à la fac en train de galérer. Et en Ouais, même temps, j'allais pas. J'ai essayé de cacher le truc quand même. ouais. Oui, parce que Euh, c'est des gens, à qui tu tiens. Donc tu pas envie de les blesser parce que toi, t'as des ressentis perso auxquels ils peuvent et rien de faire, quoi. toute façon, s'ils ont fait le choix de pas suivre. Enfin, comment dire. Quand tu vois des gens un peu réussir,
a tendance à voir que le côté positif, mais en fait, c'est quand même aussi, beaucoup de sacrifices. Enfin, rien que par exemple en termes de temps. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode: «Oui, alors moi depuis que je suis auto-entrepreneur, je fais plein d'argent sans rien faire». C'est un mythe, enfin peut-être qu'il y a des gens, grand bien leur face, ça leur est arrivé, mais en vrai, pour se dégager un SMIC, surtout quand tu débutes, c'est pas 35 heures par semaine que tu fais, c'est plus le double Mmh mh. et c'est super dur. Il y a des fois où tu es juste tellement crevé que et genre vraiment, je sais pas, tu casses un œuf, il y en a partout, tu pleures en fait parce que tu es au bout du rouleau. Mentalement, tu es au bout de l'œuf. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Vraiment quand tu es épuisé parce que, Mmh. bah, en fait, tu Tu fais que pas de de pause. bosser, mais comme, bah, tu as connu, tu pas de reconnaissance, tu pas de contact et cetera, bah, des fois, tu te dis: «Putain, mais je bosse 10 heures par jour, tous les jours, le week-end compris, pour rien». Mmh. Et tu as un peu, des fois, un sentiment d'impuissance. En plus, bah, là, je dis que je suis artiste, que je suis peintre et que j'écris et que je fais des vidéos, mais en fait, vu que je suis toute seule, bah, je suis community manager, je suis comptable, je suis secrétaire, je suis machin, truc bidule et c'est plein même si c'est des peut-être 2 heures par semaine de chaque truc, bah, à la fin, c'est quand même des trucs que tu dois faire vu que tu es tout seul et Ouais. c'est hyper chronophage, hyper crevant et ça, pour le coup, même si à côté tu fais des choses que tu aimes, bah, par exemple, moi, quand je fais ma comptabilité, ça me saoule au plus haut point. Donc Je ouais, il y pense a que aussi ce personne n'aime côté-là. la compta. Hein? Vraiment. Je pense que personne n'aime la compta. Je pense que ça, c'est un Comptable. accord commun. Mais ouais, voilà, enfin, faut pas oublier que c'est quand même, même si on vit de enfin, même si moi, là, je vis de ma passion et tout, bah, il y a des journées où c'est hyper dur et je me dis: «Putain, bah, vas-y». Enfin, clairement, je vais sur Indeed, je fais: «Vas-y, on va trouver un taf normal, j'en ai marre, en fait, de galérer tout le temps». Ouais. En fait, je sais que ce serait vraiment me tirer une balle dans le pied et qu'il faut que je continue parce que sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Mais ouais, c'est hyper compliqué et puis, bah, en même temps, comme tu es en train de vivre ton rêve, tu as l'impression que tu pas trop le droit de te plaindre. Parce que tu vois tes potes qui galèrent, qui sont à moitié en burn-out, qui aiment pas leur taf, qui machin, qui truc et toi tu es en mode: «Ouais, bon, j'ai quand même un métier passion, je vais fermer ma gueule, quoi». Mais c'est vrai qu'aussi, il y a un peu ce côté de quand tu es en auto-entreprise, il y a beaucoup de gens qui, ne prennent pas le temps de faire des pauses parce qu'en fait, tu es tellement dans une situation, précaire au début que tu en fais des tonnes pendant des heures et des heures et des jours et en fait, tu pas de vacances et tu fais pas de pause et après c'est le burn-out aussi qui t'attend à la fin, avec les bras grands ouverts et ça aussi, il faut faire attention, mais d'un autre côté, tu es obligé de parfois, faire ça. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est important de se rappeler que, bah, même quand tu es à ton compte, tu fais pas juste la farniente avec les doigts de pied en éventail au bord de la mer, quoi. Ouais, c'est ça et puis je pense que c'est vraiment une course de fond parce que clairement, à part si tu connais, des gens dans le milieu dans lequel tu veux percer, on va dire ça comme ça, bah, c'est super dur de se faire connaître, surtout que les gens ont l'impression que c'est alors je pense que le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, ça peut quand même ouvrir des opportunités qu'il y avait pas à une époque où il y en avait pas. Ouais, Et en même temps, c'est un peu aussi la course tout le temps parce que, bah, il faut tout le temps, pour que l'algo te recommande, poster des trucs et des fois, tu te retrouves à faire des trucs que tu avais pas envie de faire, mais juste pour pas que ta commu, enfin, tes abonnés et cetera, oublient que tu existes, enfin et du coup, au bout d'un moment, à avoir ce sentiment d'être forcé à créer tout le temps, finis par être dégoûtée de la création et moi je sais qu'il y avait eu un moment, en début d'année dernière où je pouvais juste plus sortir une vidéo par semaine ou même une vidéo toutes les 2 semaines sur YouTube. Ça me enfin en fait, vraiment sortir ma caméra, faire du montage, ça me dégoûtait alors qu'à la base c'était une passion et limite un besoin et même, publier du contenu, court, enfin des trucs qui prenaient pas forcément de temps sur Instagram, ça me pétait les reins, mais vraiment et je pense que ça j'ai failli arrêter. Au final, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, on s'en fout des réseaux sociaux. Si j'ai un truc à bosser, je le ferai et voilà» et du coup, j'essaye aussi de creuser un peu mon trou dans le réel où tu as moins l'impression de devoir être présent partout, tout le temps. Mais ça, c'est pareil, enfin, en plus, vu que tu es sur les réseaux, bah, tu te compares quand même à d'autres artistes, tu te dis: «Putain, lui, il a commencé en même temps que moi, il est déjà ça et machin», mais après, c'est pareil, les gens, ils montrent aussi que ce qu'ils ont envie de montrer et ouais. en général, ils montrent pas trop leurs échecs, quoi. Imaginons là, il y a des gens, qui regardent cette vidéo, qui se disent: «Ah j'aimerais trop, devenir, artiste aussi et tout, faire ça machin». Quel conseil tu aurais à leur donner? Ne faites pas Heu, ça! Alors!
En vrai, je dirais, déjà ne partez pas, enfin après si vous pouvez, enfin comment dire? Déjà ne vous comparez pas à d'autres gens parce que vous avez pas la même expérience, vous avez pas la même personnalité, vous avez pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses et cetera. Enfin moi, par exemple, je suis hyper introvertie, bah clairement, il y a des trucs, enfin par exemple, j'ai fait une expo IRL, enfin dans la vraie vie, et ça m'a demandé une énergie de malade mental juste de me dire, je vais devoir parler à des gens, alors que des personnes beaucoup plus extraverties, pour eux, ça va être un boost. Alors que moi, au bout de 5 jours d'expo, laissez tomber, j'ai mis 2 semaines à m'en remettre. Donc là, vous vous comparez pas aux autres, essayez de faire votre mieux et de, quand vous avez des faiblesses, de travailler dessus pour plus que ça soit un handicap, même si j'utilise ce mot avec des pincettes. Et vos forces, essayez de les mettre en avant. C'est aussi ça qui va vous rendre unique et qui va faire que ben, les gens vont retenir que vous êtes artiste, que vous existez, que vous créez, que vous avez cet univers-là, etc., cette âme-là, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, j'ai envie de dire, préparez-vous à ce que même les gens qui disent je crois en toi, ne croient absolument pas en vous. Parce qu'en fait, au début, quand vous vous lancez, surtout si les gens autour de vous ne sont pas du tout dans le milieu dans lequel vous vous lancez, déjà, ils vont rien y connaître. Et en même temps, même s'ils vous encouragent parce qu'ils n'ont pas envie de vous blesser, au fond d'eux, la plupart du temps, et vous le ressentez, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, en fait, ils croient pas du tout à un mot de ce qu'ils disent. Et souvent, ils disent ouais, ouais, je crois en toi. Mais du coup, t'as pensé à un plan B? Mais du coup, machin. Enfin bref, le mais qui casse le tout. Ouais. Et en fait, j'ai envie de dire, quand les gens vont commencer à vraiment croire en vous, c'est que vous avez déjà commencé à réussir. Et moi, je vois, enfin vraiment, au tout début, quand je me suis lancée, c'était en mode, mais du coup, tu vas prendre un job alimentaire, mais du coup, tu vas faire ci, tu vas faire comment, tu machin, et puis, enfin bref, toujours des, ok, je crois en toi, mais du coup, vu que ça va probablement échouer, est-ce que tu as prévu autre chose? Sauf que bah, maintenant que j'ai, on va dire, commencé à gagner un peu d'argent, que j'ai vendu quelques toiles, que je me suis fait reconnaître par d'autres artistes, etc., bah, il y a des gens qui ont commencé à me dire, ouais, franchement, je suis fière de toi, c'est bien ce que tu fais. Et là, j'ai vu que ils étaient sincères et je me suis dit, bon, ok, je gagne pas du tout encore bien ma vie ni rien, mais je sais que j'ai franchi une étape où je peux quand même commencer à dire que j'ai un peu réussi, tu vois. Mm. Et ouais, quand tu te lances, de voir qu'en fait personne ne croit vraiment en toi, ça fait hyper mal et tu te sens tout seul. Et après, il y a un de mes amis artistes, ouais, artiste qui m'avait dit quand je faisais face à cette situation-là au tout début, il m'avait dit n'écoute jamais les critiques ou les mots des gens à qui tu ne demanderais pas conseil. Et franchement, cette phrase, elle m'a changé la vie et je me suis rendu compte que du coup, il y avait très peu de gens qui pouvaient me toucher parce qu'en fait, bah, les gens à qui je demanderais conseil, ce seraient des gens qui seraient passés par là où j'étais en train de passer et en fait, bah, c'était eux qui croyaient vraiment en moi et enfin, aucune personne d'un milieu artistique à qui j'ai parlé de mes rêves m'a dit non mais tu devrais laisser tomber. Au contraire, ils m'ont donné plein de conseils, ils m'ont expliqué comment bah, de pas faire ci, de pas faire ça parce que c'était une perte de temps, de plutôt me diriger vers ci, vers ça. Du coup, ouais, franchement, le conseil, n'écoutez pas les critiques des gens à qui vous ne demanderiez pas de conseils, je la trouve trop bien. Je sais J'avoue pas ce que c'est une bonne phrase, je pense, pour beaucoup ouais. de milieux et beaucoup de choses dans la vie. Sinon, ouais, bah, si vous lancez, essayez quand même d'avoir des économies et tout, parce que, bah, l'air de rien, se dire que on sait pas comment on va payer le loyer le mois prochain, ça angoisse à mort, et en fait, d'angoisser, ça empêche la créativité et déjà aussi d'être heureux. Donc voilà, si vous pouvez avoir un backup ou même juste, enfin, moi, je sais qu'un des trucs qui fait que je me suis lancée aussi, c'est que si vraiment je suis dans une merde noire financièrement, je sais que je peux retourner chez mes parents. C'est quand même quelque chose qui fait que bah, je peux y aller aussi plus sereinement. Donc voilà, si vous avez des potes ou de la famille qui peuvent vous héberger pendant quelques temps, si vraiment vous êtes dans la merde, en vrai, ça aide aussi à ne pas être en panique tout le temps parce qu'il y a un mois Oui, de où je suis fou. 0 balles, quoi. N'oubliez pas de vous reposer. Et c'est pas parce que vous reposez une journée, une semaine ou même un mois que vous avez abandonné ou que vous avez échoué. Mais par contre, et je parle à moi-même aussi, quand vous aurez fait un burn-out et que tout vous dégoûtera, y compris ce qui vous faisait sentir vivante à la base, bah là par contre vous allez vraiment abandonner pour de bon et là ce sera vraiment la merde. Donc voilà, pensez à dormir, je vais le À noter pour... dormir, à faire des pauses. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est important aussi de prendre le temps de se reposer, de faire des pauses et de s'écouter. C'est pas parce que tu fais une pause que t'es une feignasse, c'est pas parce que tu prends des vacances que c'est un drame. Enfin voilà, il faut aussi prendre soin de soi-même, même quand on est à son compte. C'est important. Et c'est hyper dur. En fait, on se rend pas compte, mais je l'ai un peu moins maintenant. Mais pendant un temps, je me disais, putain, si je travaille pas pendant 1 heure,
ça y est, c'est la fin des haricots, je vais je vais perdre je sais pas combien de sous, ça se trouve, c'est l'heure où j'ai pas travaillé qui va faire que machin. Ouais. Et on fait des films dans notre tête. Il y a vraiment eu une phase où j'étais tellement crevée que dès que je m'asseyais, j'avais la tête qui tournait, enfin, c'était horrible et donc franchement, non, reposez-vous, sinon en fait, la journée de repos que vous prenez pas, après, vous allez être tellement mort que vous allez devoir prendre un mois et c'est en fait hyper contre-productif, quoi. Ouais, clairement. Alors, on a beaucoup parlé de ce que tu fais dans la vie. Maintenant, on va parler un peu de toi. OK. Notamment, j'ai envie de savoir et j'ai envie, que tu fasses découvrir aux gens qui regardent, live tes passions. J'ai envie que tu nous parles de ce que tu aimes, hormis les choses dont tu nous as parlé qui ont un lien avec ton travail, sauf si vraiment, il y a un truc auquel tu as vraiment, envie de faire référence et tu as vraiment envie de parler. Un truc en particulier où vraiment ça a une grosse place dans ta vie et tu as envie de le partager au monde parce que les gens devraient en savoir plus, là-dessus. Je vais essayer de parler d'un truc, comment dire? Un truc calme et un truc enfin non, un truc, mental et un truc physique. Enfin, OK, vas-y, vas-y. bon, tu te dis qu'il faut pas que je enfin, déjà, vu que j'ai 3 passions dans mon activité, mais même si une de mes passions, c'est l'écriture, j'ai quand même envie de parler de la littérature en général. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et après, j'aime beaucoup le sport aussi. J'aime beaucoup l'escalade, le vélo et la marche, mais on va dire que je vais parler de la marche parce que vraiment, c'est gratuit. Donc si à la fin de ce live vous dites: «Ah ça a l'air trop cool», vous pourrez le faire. Mais la littérature, comment dire? Je pense que ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. D'ailleurs, en général, quand je me sens pas bien, mon premier réflexe, c'est de trouver un bon livre et d'oublier tous mes problèmes en lisant. Je pense que c'est vraiment mon amour pour la lecture et pour les mots et qui fait que j'ai commencé à écrire. Pour moi, c'est vraiment le moyen d'expression, le plus beau et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire qu'on ressent moins en lisant un livre, mais par exemple, j'ai beaucoup plus pleuré sur des livres que devant un film, même si je pleure beaucoup aussi devant les films. Ouais! Ouais, je pleure tout le temps. Mais enfin, je sais que c'est vrai que quand on regarde un film, en vrai, on pourrait retourner en arrière, mais je trouve ça quand même beaucoup plus simple de relire une phrase qui nous a touché plusieurs fois, de la souligner, de mettre un marque-page pour pouvoir y revenir après. Moi, c'est des choses que je fais beaucoup. Après, c'est pareil, je sais que quand on me dit «Quoi, t'écris dans tes livres? Mais quel sacrilège!» Écoutez, c'est mes livres, je fais ce que je veux, Oui, il faut mais désacraliser un peu les livres aussi, hein. mais vraiment, c'est pouvoir s'évader et puis en même temps, c'est des fois, il y a des choses qu'on a en soi, que ce soit même positif ou négatif, hein, c'est pas forcément que des choses, sombres, et horribles, mais de tomber sur la phrase de quelqu'un qui ne nous connaît pas et c'est exactement ce qu'on ressent, soit au moment où on lit, soit un peu avant. Enfin, je trouve que c'est tellement magique de dire: «Waouh, en fait, il y a quelqu'un qui a réussi à nommer ce que je ressens, mais j'ai pas les mots pour l'exprimer et en plus, cette personne ne me connaît pas, mais elle me comprend mieux que moi-même». Enfin, je trouve ça Ouais. tellement magique comme, sentiment, comme moment aussi. C'est pareil, on pourrait me dire: «Oui, mais c'est pareil dans le film». Moi, à chaque fois, ça me le fait beaucoup plus avec les livres, mais de vivre des vies, soit qu'on ne pourra jamais vivre parce qu'elles se passent à d'autres époques, dans d'autres pays et cetera, soit de vivre des vies très similaires à la nôtre, mais enfin, le narrateur va pas vivre les mêmes choses de la même façon et je trouve que ça ouvre l'esprit, si je peux te dire, enfin, c'est hyper Mmh. cliché de dire ça comme ça et je pense que de lire beaucoup de livres, ça m'a rendue plus bienveillante. Je sais pas si ça fait hyper Ouais, je cliché, vois ce que tu veux hyper niais, mais bon, voilà. En fait, j'ai envie de dire à tous les gens qui disent qu'ils aiment pas lire que c'est juste que vous êtes pas tombés sur, les livres qu'il vous fallait. Enfin, moi, il y a plein de livres que je trouve merdiques, que j'aime pas du tout, qui me font ressentir rien à part de l'ennui et je pense que si quand j'ai commencé à lire, j'avais lu que des livres comme ça, ouais, j'aurais détesté la lecture. Mais j'ai eu la chance de lire des livres qui m'ont plu parmi mes premiers livres et je pense qu'en fait, des fois, les gens qui n'aimaient pas lire vont un jour, pour je sais quelle raison, lire un livre qui va leur plaire et là, ils vont se dire: «Putain, mais en fait, lire, c'est trop bien». Et donc, franchement, soyez curieux, lisez plusieurs genres, plusieurs auteurs. Je pense que la lecture, c'est aussi une question de timing. Enfin, il y a des livres, je pense que je les ai pas aimés parce que je les ai lus trop jeunes, par exemple. Du coup, en fait, j'avais pas l'expérience qui me permettait de comprendre ce que les personnages vivaient ou autre. Et que j'ai adoré, enfin, bon, genre, parmi mes passions, Haruki Murakami. Et genre, le premier livre que j'ai lu de lui, je l'ai vraiment détesté. Et après, je me suis dit, bon,
je vais quand même le relire. C'était aussi parce que c'était un des seuls auteurs où il y avait des livres de lui en français, dans les librairies à Séoul, quand je vivais en Corée et maintenant c'est mon auteur préféré alors que son premier livre, je l'ai détesté et Ouais. donc je pense qu'il y a beaucoup une histoire de timing et tout et franchement, voilà, tu me demandais des conseils, bah, mon conseil numéro un c'est lisez des livres. Franchement, ça change la vie, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis assez Heu, d'accord. Bah, c'est pour ça que j'ai fait des études littéraires, hein. Mais effectivement, pour revenir, c'était une conversation que j'ai eue il y a pas si longtemps en plus, du fait que, bah, en fait, je trouvais ça dommage que, bah, à l'école notamment, on force à lire que certains ouvrages classiques, au lieu de laisser un peu plus de liberté aux enfants de trouver des choses qui leur plaisent et de lire des choses qui leur plaisent, et en gros de valoriser un peu cette recherche aussi de trouver le style qui te plaît, parce que je pense que effectivement tu parlais de timing, mais il y a aussi trouver son style, parce que bah voilà, il y a des gens ils vont aimer lire de la poésie, il y a des gens ils vont aimer lire des mangas, il y a des gens ils vont aimer lire des romans, mais c'est vrai que je trouve ça important que on dise aux gens, il faut pas vous forcer à lire ce qu'on vous dit de lire. Faut lire des choses qui vous font envie, même si il y a des gens qui disent ah, c'est pas de la vraie littérature, machin. On s'en fout. Genre, les gens comme ça, pouf, allez, hop, au revoir. Mais voilà, il faut lire, même si c'est des BD, même si c'est voilà, des mangas, même si c'est des trucs sur des plateformes qui sont pas des grands classiques de la littérature, qu'elles soient françaises ou autres. Mais ouais, c'est vraiment ça cool d'enrichir son panel de culture et d'émotions via la littérature. oui, c'est ça. Et pour revenir à ce que tu dis sur le fait qu'il y a des gens qui sont en mode ouais, les mangas, c'est pas de la vraie littérature. Mais en fait, si. Et Oui. j'ai envie de dire que bah, même si vous lisez que des mangas, ouais, vous aimez lire et vous aimez aussi la littérature. Et je sais que par exemple, enfin, je pense qu'on a tous eu ce genre de traumatisme. Les collèges, lycées, là, les livres imposés par les profs de français, tu les empruntes au CDI, ils sont pleins de poussière. Enfin bref, faire lire ça à des enfants qui ont entre 12 et 16 ans, c'est juste contre-productif en Mm. fait. Et si vous voyez un élève lire un manga, plutôt que d'être là à râler en mode il faudrait lire des vrais livres, bah c'est un vrai livre. Enfin, j'en sais rien, il y a des pages, des mots, de l'encre, il faut quoi de plus? C'est ça. Et vraiment. Oui, mais il y Et a du des coup, images, tu comprends. c'est- au lycée, je me souviens, je lisais plus du tout les livres imposés. Enfin, pourtant, c'est des auteurs maintenant vers qui je reviens. Ouais, en seconde, on lisait Émile Zola et vraiment à 14 piges, Émile Zola me sortait par les trous de nez. Et donc, du coup, je lisais que des mangas, aux plus grandes dames de mes profs de français. Et maintenant, adulte, je relis Émile Zola et je me dis, ouais, c'est trop bien. Sauf que, bah, à l'époque, comprendre le déterminisme social, les machins du truc, ouais, c'est chiant parce qu'en fait, bah, t'as pas de connaissances politiques, t'as pas d'expérience, t'as pas machin truc, donc tu comprends rien en fait, tout simplement. Alors peut-être qu'à 14 ans j'étais complètement conne et du coup je comprenais rien, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi ça me plaisait pas Émile Zola à l'époque. Et bah, ok, tant pis, on lit autre chose. Et maintenant j'adore les livres longs. Alors que je me souviens qu'en cours de français, quand tu devais lire un livre de plus de 400 pages, tu étais en mode oh putain, bah écoutez, on va regarder des résumés sur internet. T'as juste pas envie. Et en fait, je trouve que le français te dégoûte plus de la lecture qu'autre chose. Ouais, en fait, je pense que imposer quelque chose à quelqu'un rend forcément cette chose inintéressante et pas agréable. Moi, j'ai un peu ce truc de j'ai fait des études littéraires et en fait, depuis que j'ai commencé à être forcée à lire, j'ai arrêté de lire. J'ai commencé à ne plus lire que des mangas, justement aussi. Parce que bah, j'en avais marre en fait de lire des bouquins nuls et qui me plaisaient pas en cours. Et c'est justement quand je suis arrivée à la fac et que j'ai commencé à avoir des cours où tu avais le choix de choisir les œuvres sur lesquelles tu allais faire tes travaux et machin, que j'ai repris un peu goût à la lecture posée entre guillemets, parce que on t'a posé de lire certaines choses, mais tu pouvais quand même choisir ce que tu voulais lire et sur quoi tu voulais travailler. Et du coup, bah, j'avais beaucoup plus de facilité à lire les œuvres et à travailler dessus, étonnamment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouve ça important aussi d'encourager la lecture, mais de la bonne manière, en justement laissant la liberté aux gens de choisir qu'est-ce qu'ils ont envie de lire, que ce soit voilà, des mangas, des BD, de la romance fantastique, Twilight, enfin, voilà, des trucs qui sont pas de la grande littérature pour certaines personnes élitistes, mais qui sont quand même bah, de la lecture et qui sont pas moins bien que lire du Zola, tu vois. Ouais, et puis laisser aux ados lire des livres d'ados. Oui, Enfin, je aussi, sais pas, tu vois, il y a de clairement. la young littérature et de la littérature pour les ados, c'est pas pour rien. Enfin, Mm, c'est pas parce mm. que tu passes de primaire lecture plus pour les enfants à collège que d'un seul coup tu dois lire Tolstoï ou je sais pas qui. Enfin, Ouais, ah, c'est et clair. je trouve ça vraiment dommage. Et
me dis que c'est vraiment horrible en plus parce que je pense que en plus de faire un peu de la littérature, ce truc élitiste, où il faut avoir un max de vocabulaire pour comprendre et machin, bah, il y a plein de gens qui limite ont peur des livres Mmh. et je sais pas, je trouve ça hyper injuste. Ouais, et dommage aussi. C'est quoi ta deuxième passion, dis-moi? C'est ce que je te disais, je vais essayer de parler d'une passion qui demande plus de la force physique que de la force mentale, quoique. Et Monte donc tes ouais, gros mousclès! je vais parler de marche parce que c'est, on va dire, le sport. Alors les gens qui vont me dire que c'est pas du sport, si, c'est juste que vous marchez pas vite, voilà, et que vous marchez pas longtemps. Je sais même pas trop de quand ça m'est venu, mais j'aime énormément marcher. Alors, je suis pas du tout du genre à faire des treks et tout, parce que les sacs à dos, ça me... Enfin, c'est bon, j'ai pas envie de porter un truc lourd, moi j'ai juste envie de marcher. Mais pareil que la littérature, en fait, quand je vais pas forcément bien, mais c'est plus quand je vais être énervée, je vais aller marcher même des fois 3 4 5 heures. Et ça permet de faire retomber les choses qui t'énervent. Après, bon, moi j'ai la chance d'habiter vraiment en périphérie de ville, et donc j'ai quelques mètres à faire et j'arrive dans un bois et dans les champs, donc je peux me promener en étant globalement toute seule. C'est sûr que si je me promenais en ville, je pense que je pèterais un câble parce que voilà, introversion, on n'aime pas trop les gens, donc voilà, ça m'aiderait pas de fou. Mais pareil, des fois quand j'ai des pannes d'inspiration parce que bah, j'ai trop de trucs en tête, trop de doutes, trop de machin, bah, je vais marcher. J'ai mon cerveau qui continue à fonctionner et j'ai plein d'idées qui me viennent. Bah, je sais pas, rien que des fois de voir des oiseaux, de voir un paysage, ça va débloquer des trucs dans ta tête. Et en même temps, je sais pas, ça. Bon, par exemple, en plein été et tout, ça marche pas, mais respirer l'air frais et tout, j'ai l'impression que ça te. Ouais, ça t'aère l'esprit, littéralement. Voilà, j'adore marcher, ça coûte vraiment rien du tout. Alors, je sais qu'il y a des gens, par exemple, dès qu'ils font une activité, il faut qu'ils aient tout le matériel. Mais perso, la plupart du temps, quand je marche, j'ai soit des vieilles Doc Martens, soit des Converse. Alors oui, des fois, quand je m'emballe un peu et qu'en Converse, je marche 20 km, je reviens chez moi, j'ai hyper mal au dos. Mais Étonnamment. franchement, ça, ça passe. Donc, ouais, c'est si vous avez des coins un peu végétalisés, parce que c'est pareil, je pense que. Quoique non, parce que quand j'habitais bah, du coup à Séoul, dans une grande ville, j'aimais aussi beaucoup marcher, mais par exemple, dans la ville où j'habite actuellement, d'aller marcher en ville, ça me prend plus le chou qu'autre chose. Mmh. Donc je préfère marcher en nature, mais ça fait tellement du bien d'être seule avec soi-même, mais en même temps de pas être immobile. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, mais tu prêches une convaincue, hein. Moi, j'aime beaucoup marcher. Bon après, j'aime bien aussi marcher avec des gens, pas forcément que toute seule, mais si... Enfin, il y a des gens qui marchent vraiment très très lentement, donc je sais que, vu que moi j'ai plutôt une allure très rapide, en fait, je sais que ça paraît simple de juste ralentir, mais comme c'est pas ton rythme, des fois ça te fait limite plus mal que de marcher vite. Mmh. Donc voilà, faut quand même trouver quelqu'un avec qui tu peux marcher au même rythme. Et bah, par exemple, je trouve ça trop bien quand tu as un projet avec quelqu'un de faire des genres de réunions en allant marcher. Et je trouve que tu as beaucoup plus d'idées quand ton corps est en mouvement que quand tu es immobile à une chaise en train de te faire chier un peu. Ouais, je vois ce que tu veux Voilà, on dire. devrait faire des réunions de marche. Euh, Nouveau concept. pas non plus un sport où il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est un truc super sous-coté. Alors Mmh. après, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais je les vois là, les vieux avec leurs bâtons sur le bord des routes. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'attirail complet, vous pouvez juste vraiment mettre vos chaussures et aller dans un coin sympa de votre ville ou de votre village, quoi. Ouais, de fou. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien aller promener leurs chiens. Moi, Ouais. je sais que en ville, j'aimais bien me balader toute seule. Mais dans la nature, par contre, j'aime pas trop. Je préfère être avec, genre, des gens, comme tu disais. Ou alors avec mon chien, ou à cheval. Mais du coup, c'est plus moi qui marche. Mais ouais, en fait, j'aime bien avoir une présence avec moi. Et du coup, bah, c'est vrai que j'aime beaucoup aller me promener avec mon chien pour ça, parce que ça me permet d'aller dans la nature, dans la forêt et tout, et d'observer les paysages sans me sentir seule. Ouais, par contre, bon, on va se comprendre entre meufs, mais c'est vrai que je me souviens une fois, j'avais amené une amie avec moi sur un chemin de tracteur où je me promenais d'habitude toute seule. Et elle me dit, mais attends, mais tu te promènes vraiment ici toute seule, t'as pas peur? Et moi j'étais en mode, bah non. Et en fait, maintenant qu'elle me l'a dit, je me dis, mais putain, j'avoue que je croise quelqu'un de, de mal Oui, intentionné, vraiment, je ne peux rien faire. Donc, oui. ouais, faites quand même attention à vous. Ah oui, Enfin, il y a des endroits, clairement, j'irai pas me promener toute seule parce que j'ai pas envie de finir avec oui, des problèmes. Mais en vrai, c'est quoi normalement, c'est quand même assez safe. Après, ça oui. dépend.
mais bon voilà, à part vous fouler la cheville, je pense qu'il y a pas grand problème. Ouais, évitez d'aller faire des randonnées de 15 kilomètres si vous avez jamais marché avant, des trucs avec des cailloux alors que vous avez pas les chaussures. On va éviter de finir à l'hôpital aussi, ça peut être cool. Mais ouais, c'est ça qui est bien, c'est que, tu peux vraiment partir de, bah, vas-y, à la boulangerie où tu achètes ton pain, elle est à 500 mètres, bah, tu fais l'aller-retour à pied. En Mmh fait, mh. à force, tu vas vraiment acquérir de l'endurance et tout. Et moi, par exemple, je déteste courir. Je sais pas, ça me fait hyper mal aux genoux, j'aime pas ça, en plus je suis asthmatique. Mais genre marcher, je trouve ça vraiment hyper Relaxant. agréable et hyper reposant limite. Mmh. Ouais, de fou. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de toi, on va continuer à parler de trucs qui te concernent, mais un petit peu moins. Parce que du coup, cette fois-ci, j'aimerais dériver sur un sujet annexe, qui sont un peu tes influences. Les femmes qui t'ont influencé dans ta vie. On va faire ça un peu en deux parties. D'abord les personnes qui existent et après les personnes fictives. Du coup, bah, dans les personnes qui existent, est-ce qu'il y a des gens dans ta vie, que ce soit des gens que tu connais, que tu connais pas, ou alors des célébrités, ou voilà des figures féminines qui ont pu t'inspirer dans ta vie, qu'elles soient perso ou pro d'ailleurs. Laisse nous faire découvrir les personnes féminines qui ont pu éclaircir ta vie et te donner envie de faire certaines choses ou la force de faire certaines choses. Je vais commencer par les plus proches de moi, enfin les gens que je connais Mhm. en vrai, et j'ai envie de parler de ma grand-mère, parce que pour le coup, je pense que c'est la personne qui a vraiment sincèrement cru en moi, la première. Et même quand j'étais en primaire et que j'écrivais des poèmes, bon voilà, c'était bien pour une enfant de 7 ans, mais je pense que si je les relisais maintenant, ce serait une catastrophe. Et bah, elle voyait vraiment que j'aimais écrire et raconter des histoires, et même bah, je faisais plein de petits dessins et tout, et elle m'encourageait de fou. Et à chaque fois que j'allais la voir et je lui disais regarde, j'ai un poème, et bah, elle me disait ah, tu seras une poète et tout, c'est sûr. Et genre vraiment, je pense que elle le croyait, même si bon clairement à 9 10 ans tous les gamins sont hyper créatifs et font plein de dessins, etc. Et après quand je suis partie vivre donc je lui montrais plein, même jusqu'à la fac, quand je faisais des trucs, je lui montrais et elle aimait beaucoup. Et quand je vivais en Angleterre, je dessinais beaucoup et donc je lui envoyais mes dessins et elle était trop heureuse et elle les exposait partout dans sa maison quand il Ah, trop était mignon. quoi ça. Genre étant ah c'est ma petite fille et tout. Et genre en fait de voir que quelqu'un est fier de toi alors que tu commences et que clairement c'est un peu les premiers balbutiements ce que tu peux faire, bah, ça te booste à mort. Et franchement, si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, faites-leur plein de bisous. Gardez-les très proches de Et, vous. et en même temps, d'être cette grand-mère hyper encourageante, c'était aussi une femme très forte et très féministe, sachant qu'elle est née au début du XXe siècle, donc pas forcément la meilleure période pour être une meuf. Elle était... Enfin, moi, j'ai eu plein d'histoires qui racontait ma grand-mère, enfin, parce que bah, du coup, maintenant, elle est plus en vie, donc c'est quand j'apprends des nouvelles choses sur elle, c'est d'autres personnes qui me les racontent. Et je me dis à chaque fois qu'elle a vraiment eu une vie incroyable. Enfin, par exemple, elle a voyagé seule, sans son mari et sans ses enfants en Europe. Ça paraît un peu anodin maintenant, mais pour l'époque, c'était quand même assez exceptionnel. Elle adorait l'art et je pense que c'est aussi beaucoup elle qui m'a transmis cet amour de l'art et de la beauté, on va dire. Et elle était toujours... alors pour le coup, elle était hyper extravertie, donc elle rencontrait toujours plein de gens et elle avait plein d'amis artistes qui étaient pas forcément français. Enfin, je sais même pas comment elle rencontrait les gens, mais genre vraiment, quand on me raconte des histoires que dans elle, vu qu'elle était amie avec tel pianiste, lui faisait faire des concerts dans la petite église de son village de 200 habitants. Je me dis, mais what. Enfin, je trouve ça trop cool. À une époque où il fallait demander l'autorisation à son mari pour travailler, bah en gros, elle a un peu dit à mon grand-père, bon, bah je travaille maintenant. Donc je trouve ça hyper fort. Après, je pense que aussi mon grand-père l'a beaucoup laissé faire. Enfin, Mm. comment dire, l'a beaucoup soutenu dans ce qu'elle avait envie de faire. Même pour l'époque, je pense que mon grand-père était quand même Oui. assez exceptionnel. Et donc, ouais, j'ai un peu cette figure féminine et tout. Et je me dis, bon, bah, franchement, quand j'étais petite, j'avais envie de devenir comme ma grand-mère, quoi. Un Ah, peu c'est trop mignon. aventurière. Enfin, je sais pas trop, mais vraiment, dans ma tête, c'était une aventurière, ma grand-mère, quand Ouais. j'avais 10 11 12 ans. Bah, Enfin, si elle a même, tu parcouru. vois, c'est ouf, mais elle faisait de l'aviation. Je me dis, mais. Oui, c'est pas commun, effectivement. Bien que le fait de parcourir l'Europe, en vrai, à son époque, c'est un truc de fou. Ouais, et surtout que bah, bon, là c'était avec son mari, mais elle a aussi voyagé en Afrique et tout. Je sais que ça paraît vraiment bidon maintenant où le tourisme c'est assez normal dans nos pays, mais bah, avant les années 2000, en fait, que
tes grands-parents aillent au Kenya, en Égypte ou je sais pas où. Enfin, moi je trouve que c'est assez ouf. Alors ça se trouve, vous allez me dire que je me fourvoie complètement, Non, mais de mais fou. moi mes rêves Pour avoir justement ma grand-mère qui me dit qu'un de ses plus grands regrets, c'est de ne pas avoir plus voyagé parce que à l'époque, son mari, il avait pas très envie de voyager et que bah il y avait pas les moyens qu'on a maintenant. À chaque fois qu'on parle voyage, et de moi des voyages que j'ai fait, elle est en mode ah bah j'aimerais trop, enfin j'aurais trop aimé faire ça quoi. Effectivement, c'est pas une expérience classique à mon avis. Ta grand-mère a pas eu une vie classique, mais c'est trop bien en vrai. C'est trop chouette. ouais, et je pense que c'est aussi via elle que j'ai commencé à être féministe un peu de manière enfantine, parce que bah, en gros, elle avait 4 petits-enfants et j'étais la seule fille. Hmm. J'étais un peu protégée et j'étais aussi un peu, enfin, bon, mon grand-père qui était un peu plus bourrin, on va dire, quand il y avait des trucs durs ou dangereux à faire, il demandait toujours à mes cousins et jamais à moi. Et du coup, moi j'arrive, mes cousins étaient en mode non, non, on va pas le faire. Et moi j'arrivais, non, mais moi je vais le faire. Et genre, je voulais trop prouver ma valeur en tant que meuf. J'avais vraiment ce truc de non, mais de toute façon, les filles aussi elles peuvent le faire donc ça suffit maintenant. Et ouais, je pense que ça a été un peu mes premiers trucs un peu féministes, on va dire. Ouais. Mais je savais pas que c'était du Les féminisme, premières hein, mais revendications. j'ai pas forcément d'autres personnes que je connais dont j'ai envie de parler. Je sais pas si ça te va. Non, vas-y, parle de qui t'as envie. Je vais un peu mélanger fictif et non fictif, Ouais, parce que du d'accord. coup, les autres femmes qui m'inspirent, c'est des artistes et elles se mélangent forcément avec leur... Ouais, leur personnage. Ouais, voilà. Hmm. Bon, je vais commencer par un personnage féminin qui m'inspire, mais qui a été écrit par un homme. Et je vais encore citer Haruki Murakami. Et donc, c'est le personnage de Aomame, qui est une des personnages principales de 1Q84. C'est une femme qui est tueuse à gages et qui est professeure d'arts martiaux. Donc déjà, je trouve que ça commence bien. Et elle est hyper indépendante, elle est très têtue dans le bon sens du terme. Quand elle veut un truc, elle va jusqu'au bout, elle est très méticuleuse. Enfin voilà, c'est vraiment un personnage que je trouve hyper badass. Et je sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième tome, mais il y a vraiment un chapitre qui commence donc en gros, elle était professeure d'arts martiaux, mais surtout de self-défense pour les femmes. Et elle est tueuse à gages pour tuer les hommes qui ont été violents avec des femmes, pour vous situer le Ok. contexte. Et en fait, il y a vraiment toute une page, tout un chapitre où elle explique que le meilleur moyen pour une meuf de se défendre, le coup ultime, si on peut dire ça comme ça, c'est de lui mettre un coup de pied dans les couilles. Donc vraiment, toi, tu commences le chapitre et tu dis ah ok cool. Et vraiment, D'accord. pendant des pages, c'est vraiment, elle explique bah voilà, faut le prendre par surprise, faut pas hésiter, machin, faut viser ce point. Et déjà, c'est un personnage féminin, et je trouve ça trop cool qu'il y ait ce genre de personnage. Et en même temps, je me dis, c'est écrit, c'est un personnage d'un papy japonais de 70 ans. Oui, Bon, je pense il était plus jeune à l'époque où il a il a eu écrit. des traumas qu'il essayait d'exprimer là. Mais ça me fait trop trop rire. Et ouais, j'adore cette personnage. Même dans ses rencontres, parce qu'à un moment, par exemple, enfin, je vais essayer de pas trop spoiler le livre, mais elle va être amie avec une policière et toutes les deux, elles vont se réunir des fois le soir quand elles ont envie de coucher avec un mec. Et comme elles ont des goûts très différents, bah, elles savent qu'elles se partagent pas le truc. Et je sais pas, je trouvais ça trop cool que vraiment la base de leur amitié, à la base, c'est ça, tu vois. Bon, Ouais. bah, une fille toute seule, ça fait un peu peur des fois aux mecs, donc on va faire genre on est deux et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça à la fois hyper mignon et hyper badass. Donc voilà, j'adore ce personnage, j'adore Haruki Murakami, voilà. Vous, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Et après, pour rester dans la littérature, il y a le livre L'amie avec un E, prodigieuse de Elena Ferrante, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert l'année dernière. Et du coup, Elena Ferrante est devenue une autrice que j'adore. Sachant qu'en fait, j'ai commencé à lire beaucoup d'autrices parce que je me suis rendu compte que je lisais quasiment que de la littérature écrite par des hommes. Et je me suis dit, on va essayer de pallier à ça, ça va pas du tout. Et donc j'ai découvert Elena Ferrante et son roman, enfin sa saga L'amie prodigieuse, et les deux personnages principaux de son livre, c'est deux femmes qu'on suit de leur primaire jusqu'à leur vie d'adulte. Enfin, j'ai pas encore lu le dernier tome, mais je pense jusqu'à quasi leur mort. Et en fait, ces deux protagonistes féminines sont toutes les deux des femmes très fortes, mais de manière très différente. Et je trouve ça super beau de souligner que, en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'être une femme forte. La narratrice qui, elle, va vraiment essayer de devenir, je sais pas trop comment qualifier ça, mais en fait, elle va passer par les études pour monter dans la classe sociale et au final, elle va devenir écrivain, etc.
Et en fait, c'est sa manière de devenir forte en étant très intelligente et très cultivée, on va dire ça comme ça. Et après, il y a son amie qui s'appelle Lila, qui elle est forte du type rentre dedans. Enfin, par exemple, il y a un passage dans le premier tome où ils sont jeunes adolescentes et t'as deux mecs qui viennent les faire chier. Il y en a un qui essaie de la forcer à monter dans sa voiture et en gros, elle va lui mettre une lame sous la gorge et lui dire tu me lâches maintenant. Et je me suis dit waouh. À travers ces deux personnages-là, donc toute l'histoire, ça se passe en Italie, je dirais entre 1950 et l'époque actuelle. Et ça montre aussi comment c'est difficile d'être une femme, où en fait, la plupart du temps, les hommes te prennent pour des objets qu'ils peuvent posséder. Et en fait, comment ces deux femmes, elles vont évoluer dans ce monde-là et faire en sorte d'être des êtres humains, en fait, et être reconnues en tant qu'êtres humains. Et je trouve ça très beau, ça parle aussi de lutte des classes, enfin de plein de choses, mais c'est vraiment un roman, enfin une saga féministe que je trouve vraiment très belle et que je recommande. Et les personnages, toutes les deux, m'inspirent à leur sauce, surtout qu'un des personnages est écrivain, donc bon, forcément, Oui, je peux pas... Enfin, il y a des trucs où je me sens un peu concernée, on va dire. oui, ça touche ta corde sensible. Et ça va parler, enfin après c'est très dur à lire, et il y a des trucs très dérangeants, notamment bah, il y a une des deux protagonistes qui va se marier avec un homme plus âgé alors qu'elle est encore mineure, et son mec est super violent, et il la viole, etc. etc. Enfin, ça va parler aussi en fait de à quel point c'est dur d'être une femme, comme je disais, dans une société, surtout à cette époque-là, où les hommes pensent que les meufs sont juste des objets. Et bah forcément du coup j'admire l'autrice de dépeindre avec autant de réalisme, mais en même temps de la douceur. Je sais pas trop comment qualifier ça. Ces deux personnages féminines là. Je trouve que c'est important aussi d'avoir des personnages qui sont badass, mais qui sont réels, entre guillemets. Enfin, quand j'étais ado, je pouvais beaucoup apprécier l'héroïne de Hunger Games, mais c'est pas quelqu'un qui pourrait exister dans la vraie vie. Alors que là, Mm. c'est vraiment des femmes qui pourraient être tes voisines, qui pourraient être ta mère, ta soeur, ta cousine ou même toi-même. Et je trouve ça hyper important aussi d'avoir des femmes, des personnages femmes fortes, mais qui existent vraiment, entre guillemets. Oui, que ce soit réaliste dans un monde réaliste, oui. Ouais, voilà, réaliste. Et du coup, ça me fait passer à un livre que j'ai découvert vraiment très récemment, qui est la biographie de l'écrivaine danoise Tove Ditlevsen. En fait, pareil, elle va raconter un peu, en gros, elle vient d'une famille très prolétaire et comment l'écriture la sauve, mais aussi un peu comment elle navigue entre les hommes et comment le regard des hommes la salit tout le temps dès son enfance. Et je trouve que c'est aussi important. Et en fait, c'est tous ces personnages-là que je cite, c'est des personnages hyper têtus, qui se laissent pas faire, qui se laissent pas écraser par les hommes, qui ont une idée en tête, qui ont un but, qui ont un rêve et qui vont y aller même si elles vivent à des époques où en fait, déjà, c'est pas facile de faire ce qu'elles veulent, à savoir devenir artiste ou autre. Mais en plus, en tant que femme, c'est encore plus difficile. Par exemple, dans ces deux romans-là, elles vont à des moments être en couple avec des gens du milieu de l'écriture et en fait on va un peu les accuser de se servir des mecs pour réussir, mais sauf qu'en fait quand tu réfléchis à aucun moment on dirait vraiment à un mec ouais t'as été avec cette meuf pour réussir. Certains romans en parlent mais je trouve que c'est quand même plus les meufs qu'on traite de michto que l'inverse, enfin de Mm, michto au sens très large, et du coup je trouve ça hyper beau, surtout que c'est que des, enfin là c'est vraiment une histoire vraie parce que c'est la biographie, l'autobiographie de l'autrice, et il y a un moment où elle est en couple avec un homme qui va la droguer pour pouvoir la garder. En fait, de voir ces femmes fortes réussir, comment dire, voir ces femmes fortes se faire anéantir par des hommes, mais quand même réussir à s'en sortir, je trouve que c'est quand même un message très fort. mm. Encore, à notre époque, il y a quand même beaucoup de féminicides ou de victimes de violences conjugales et tout. Et je trouve que c'est vraiment des romans hyper importants. Et en vrai, on n'en parle jamais quasiment dans les médias, à part pour La Mouine prodigieuse, parce que ça a eu un succès assez énorme. Je trouve ça dommage en fait parce que c'est quand même des sujets que je trouve extrêmement importants. Désolée, c'est hyper long. Et Non, une dernière vas-y, hein. personne dont je voudrais parler et qui est aussi une femme forte qui a vraiment existé, c'est Leonora Carrington. C'est une peintre surréaliste et pareil en fait, elle a évolué dans un milieu d'hommes parce que bah c'est quand même en fait le monde artistique, surtout au siècle dernier, c'était quand même un milieu très masculin. Mais en fait, elle avait décidé qu'elle allait devenir peintre et elle est devenue peintre. Elle a été contre... enfin, ses parents, je crois, ils l'avaient placée en école spécialisée. Je sais plus si c'était un truc genre un peu pour être... Enfin, comment dire, dans une église ou quoi. Mais en Mm. gros, vraiment, à une époque où on apprenait aux femmes à devenir femmes. Donc être une femme, c'était devenir d'abord une bonne épouse, c'était savoir cuisiner, savoir coudre, savoir tenir un foyer. Enfin bref, elle voulait pas de tout ça et elle s'est vraiment rebellée
contre ses parents et contre le milieu auquel elle appartenait, qui était un milieu bourgeois, je crois. Et je trouve ça vraiment incroyable, ces femmes qui ont... Un peu aller à l'encontre de ce qu'on essaie de leur Ouais, imposer dans la société, ouais. c'est ça. Et qui ont suivi en fait vraiment ce que leur cœur, ce que leur être entier criait qu'il fallait qu'elles fassent. Ouais, Et malgré les difficultés présentes un peu partout autour d'elles, quoi. bah, c'est ça, surtout quand, tu vois, là, dans toutes ces histoires, c'est des femmes pour les faire taire, on va leur donner de la drogue, on va les faire interner, on va les faire enfermer. Enfin, c'est incroyable que même déjà, nous, à une époque où déjà, en France, quand même, normalement, ça arrive plus trop, et qu'il y ait des femmes à cette époque qui se disaient j'en ai rien à foutre de toutes vos conneries, je vais y aller quand même, faites ce que vous voulez. Ouais. Enfin, moi, ça me donne à chaque fois énormément de force de rencontrer ce genre de personnages réels ou fictifs. Et bah, c'était très intéressant. C'est des figures en plus que moi personnellement je ne connaissais pas du tout, donc mais effectivement c'est des beaux portraits. Et justement ça me permet d'enchaîner un peu sur la dernière partie de cette entrevue. Tu nous as parlé du coup des gens qui t'inspiraient et tout, et donc j'aimerais que tu nous parles maintenant des valeurs qui te tiennent à cœur. Et que en gros, bah voilà, si tu avais un message à faire passer aux femmes qui nous écoutent, quel serait ce message? Quelles sont les valeurs qui te tiennent à cœur et que tu essayes de partager au quotidien? En vrai, je pense que j'aurais envie de dire, ne vous laissez... Enfin, là, je m'adresse, on va dire, aux femmes, mais ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas écraser, ne vous laissez pas invisibiliser par des hommes. C'est hyper dur, hein. Franchement, c'est très très compliqué, mais voilà, prenez la place que vous méritez. Et quand quelqu'un vous dit de toute façon tu peux pas parce que t'es une femme, bah envoyez-le se faire foutre, enfin j'en sais rien. Mais Dis les termes ici. ah mais enfin voilà, c'est oui, peut-être que enfin genre oui, c'est clair que bah moi en tant que meuf de 55 kilos, je vais pas du jour au lendemain soulever des poids de 120 kilos, mais en fait un mec même de 70 kilos, clairement il peut pas le faire non plus, c'est aussi beaucoup d'entraînement. Alors oui, il y a des différences physiques et tout, mais en fait arrêtez de n'écoutez pas les hommes qui vous disent que c'est impossible parce que c'est une femme. Peut-être que vous allez dans certains sujets, certains domaines devoir travailler plus, mais ça reste possible. Ça m'insupporte aussi. C'est pas parce que c'est moins facile que c'est impossible. Pareil, si des hommes vous font du mal, ou vous humilient, ou vous manipulent, ou enfin bref, toutes les choses perverses que des hommes peuvent faire aux femmes, en fait, c'est pas de votre faute et surtout, c'est pas à vous d'avoir honte. Parce que dans l'histoire, c'est pas vous qui vous comportez pas comme un être humain. Franchement, ça, c'est un truc qui m'énerve aussi, et là, je vais aussi m'adresser aux hommes, c'est que quand une femme vous parle de quelque chose elle a vécu d'horrible à cause d'un autre homme, ne minimisez pas sa douleur, son traumatisme ou quoi que ce soit. Enfin, ça m'énerve quand des femmes vont raconter qu'elles se sont fait agresser ou machin, etc. Il y a plein d'hommes qui vont dire ah c'est bon, elle exagère. Non, elle exagère pas, elle est en train de minimiser les faits parce qu'elle a honte, donc elle essaie de vraiment dire le moins possible, parce qu'elle se sent déjà hyper sale et elle a pas envie que des gens sachent, je sais plus parler, à quel point ça a été humiliant ce qu'elle a vécu. Donc en fait, non, elle est plus en train de minimiser que d'exagérer. Et en plus, t'es qui? T'étais pas là, donc commence pas à raconter n'importe quoi. Et je pense, en tout cas à titre personnel, il y a eu des phases où j'ai pu frôler la misandrie tellement les hommes m'ont fait du mal, mais en fait ce qui m'a le plus dégoûtée, c'est même pas tant les violences directes que j'ai subies, mais c'est après quand j'ai raconté et que des hommes m'ont dit mais arrête, Mm. t'exagères, franchement t'abuses, nan. C'est plus de voir des gens qui étaient pas là pour subir ce que j'ai subi, qui viennent me faire la morale qui m'ont fait me dire mais tous les Ouais, hommes ont un pet au casque, enfin j'en sais rien en fait. Sachant ouais. que bah quand je racontais, parce que bah voilà, en tant que meuf, enfin de toute façon je pense que c'est un truc qu'on partage toutes, on a tous été au moins une fois je pense traumatisés par un homme dans notre vie. Il y a jamais une femme qui m'a dit ah t'abuses, franchement t'es sûre qu'il a fait ça, t'es sûre que t'as pas la mal interprété, alors que si je raconte à un homme j'ai une chance, enfin même 8 chances sur 10 que en fait on me retourne le truc dans la gueule et qu'en fait ce soit moi enfin que ce soit mon agresseur, on va dire ça comme ça, qui est ma propre victime. Et ça, franchement, ça fait tellement de Mm. mal en tant que meuf, même pour des trucs beaucoup plus, enfin qui font beaucoup plus partie de la vie quotidienne, quand tu parles de la douleur que tu peux ressentir à cause de tes règles ou de tous les trucs qui sont engendrés par les règles. Et ça des mecs qui sont en ah, c'est bon. Enfin, même par exemple, je me souviens au collège, quand une meuf avait mal et que du coup elle avait pas
envie forcément, enfin c'est même pas envie, c'est qu'elle pouvait pas faire du sport et que tu avais des mecs qui étaient en mode: «Ouais bon c'est bon, avec tes excuses de merde, tu vas sur le terrain comme tout le monde». Et les gars, vous vous rendez compte de la violence en fait? Enfin les meufs au collège, elles ont 12 ans, elles doivent déjà porter la responsabilité de leurs règles et franchement c'est hyper chiant de toujours te demander si tu pas du sang partout et tout, parce qu'en plus après tu as les autres camarades de classe qui vont se foutre de ta gueule et en plus tu es en mode: «Arrête d'abuser». Putain mais ça c'est il y a vraiment que des hommes pour faire ça. Franchement, vous ne savez pas donc t'es des fous. Bah, de toute façon, oui, quel que soit le sujet, en fait, quand tu n'es pas concerné, tu peux pas faire genre que tu connais mieux la chose que la personne en face de toi qui, elle, le vit au quotidien. Et effectivement, pour ce que tu disais, c'est vrai qu'on a encore trop tendance à faire le victim blaming à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à essayer de trouver des justifications et à essayer de reporter la responsabilité sur la victime, quelle que soit la situation, hein. Mais non, en fait, la victime, c'est une victime, c'est rien d'autre. Donc, il faut d'abord prendre en compte ça et après mettre la responsabilité sur les personnes qui ont fait les mauvaises choses. Parce que, en fait, tu t'es pas fait agresser parce que, bah voilà, tu sortais trop tard, parce que tu portais telle tenue, parce que tu as fait ci, parce que tu as dit cela. Non, en fait, personne ne mérite de se faire agresser. Donc, en fait, juste, si t'es une victime, t'es une victime. Y a rien qui atténuera ça, quoi. Bah, c'est ça et puis enfin, en fait, je me dis dans n'importe quel autre cas, enfin, je sais pas, personne ne dirait, à la victime: «Mais tu es sûre?» Enfin, je sais pas, je trouve ça quand même extrêmement violent de remettre en parce que, enfin, tu vois, il y a quand même des trucs que subissent les femmes, c'est déjà extrêmement difficile d'en parler parce que toi, jusqu'au fond de ton âme, tu te sens souillé comme je sais pas quoi et le Mm. dernier truc que tu as envie, c'est que les gens soient au courant des humiliations que tu as subies et tout. Ouais, En plus, tu te prends ça dans la gueule, mais tu es en mode: «Mais vas-y, mais en fait, ouais. mais pourquoi?» Enfin, je trouve ça tellement, injuste et Donc, encore plus traumatisant parce que déjà, le truc que tu as vécu est traumatisant en tant que tel, mais le fait que les gens, viennent te dire que, bah, je sais pas, tu es pas légitime, que machin, que truc. C'est comme, il y a pas très longtemps, j'ai dû retravailler et à un moment, j'avais des collègues qui parlaient, des collègues hommes et il y a un mec qui commençait à parler. Je sais même pas exactement ce que c'était leur conversation, mais j'entends après il y a viol et viol et tu te dis: «Mais hello? en fait, c'est ça, c'est que tu te dis, tant que la meuf est pas en sang, sur la route, je sais pas où, c'est que ça va. Enfin, en fait, tu qui, en fait, pour te dire qu'un truc est plus ou moins grave? Oui, non, mais Tu sais pas enfin. à quel point, une agression, ça peut laisser des traces à vie. Vraiment, ça, c'est un truc qui m'énerve aussi, c'est les gens qui prennent la défense des agresseurs et qui vont dire, «Oui, c'est bon, à cause de la plainte, sa vie est ruinée». Mais tu crois que la victime, sa vie, elle est pas ruinée? Enfin, je sais pas, mais est-ce que tu te rends compte du traumatisme que c'est? Genre vraiment quand t'as des hommes qui disent: «Oui, les femmes, vous détestez les hommes», mais en fait, est-ce que tu te rends compte à quel point quelqu'un doit être traumatisé pour détester tout un pan de la population? Enfin, j'en sais rien en fait, arrêtez de réfléchir un tout petit peu. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, franchement, il y a des trucs, en tant que meuf, tu les entends. Tu sais que même si tu t'indignes, que tu dis des choses, c'est pas des gens qui sont prêts à t'écouter. Mmh. Parce qu'ils ont leur idée que en fait, les vraies victimes, du féminisme, c'est les hommes. Enfin, les vraies victimes, il y a pas de victimes dans le féminisme, mais Y a en gros, personne le il y a victime des a hommes qui ont un le truc féminisme a jamais fait de victime, ça surtout. et c'est ça et en tant que meuf, tu vois, des fois d'écouter, c'est même pas forcément des mecs qui vont être volontairement méchants et tout, mais c'est juste qu'à aucun moment ils ont essayé de se mettre à la place d'une meuf. Mmh. Juste les écouter, juste, je sais pas, enfin, je sais pas, peut-être qu'ils ont pas de sœurs, pas d'amies, féminines et cetera, mais en fait, juste si vous preniez le temps d'écouter vraiment les histoires des meufs, vous vous rendriez compte Ouais, à quel que, point c'est bah, c'est juste grave. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, quand les gens ils disent: «Oui, mais pas tous les hommes et tout», oui, mais en fait, on le sait, ce que c'est pas tous les hommes, mais moi, c'est toutes les femmes que je connais. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de faire des généralités si tu veux faire avancer les choses et si tu veux faire bouger les choses. Et effectivement, toutes les nanas, comme ça qui osent prendre la parole et raconter ce qu'elles ont vécu, déjà, c'est difficile de raconter un traumatisme que tu as vécu. Et en plus, quand derrière, tu te fais traiter de menteuse ou on va te dire que en fait, c'était ta faute parce que, t'as fait ceci, t'as dit cela, t'es sorti, enfin voilà, et les excuses qu'il y a d'habitude. Moi, j'aurais envie de dire à toutes les meufs qui nous écoutent que bah, on vous croit et qu'on vous soutient. Et c'est important en fait voilà, d'avoir cette écoute. Là aussi, des femmes, en règle générale dans la société, parce que c'est vrai que malheureusement on nous écoute encore beaucoup moins qu'on ne peut écouter les hommes en règle générale. Et ouais, ouais, c'est vrai que ce que tu racontes c'est très vrai sur plein de points. Le soutien des hommes, des fois, il est un peu absent et je trouve ça dommage parce que bah en fait on a besoin d'eux, on a besoin de vous les hommes pour faire avancer les choses et aussi pour dénoncer les agresseurs et les agressions et faire avancer quoi.
Et même juste, en vrai, reconnaître les choses, c'est déjà, je trouve énorme. Mmh. Parce que croyez-moi que quand il vous arrive un truc et que par, je sais pas, solidarité masculine, enfin je sais pas trop comment appeler ce truc, il y a des gens qui sont censés être très proches de vous et donc vouloir votre bonheur, vouloir vous protéger, enfin j'en sais rien, vous sortent des dingueries comme ça, vraiment ça vous fait limite plus mal L'agression que en le elle-même. traumatisme en lui-même et donc bah, si vous avez des amies meufs, des cousines, enfin j'en sais rien, qui vous racontent, un truc traumatisant pour elle, vous êtes juste à l'écoute et vous lui faites pas La enfin, il morale y a ou quoi que ce soit, pas genre ouais, voilà, franchement, vous imaginez pas le courage que ça prend que ça demande de raconter certaines choses, ouais. certains épisodes, ouais et donc franchement, si vous sortez des dingueries à la personne, elle va juste se sentir encore plus seule, encore plus sale et encore Mmh. plus humiliée et clairement, c'est pas la chose qu'il faut qu'elle vive, par-dessus, quoi. Et c'est surtout qu'il faut pas oublier que si une nana vous parle de quelque chose qu'elle a vécu par rapport à un homme et qu'elle vous fait assez confiance à vous en tant qu'homme de vous partager ça, c'est qu'elle a vraiment beaucoup confiance en vous et qu'elle attend votre soutien. Parce que, bah, justement, comme tu... Des fois, il y a plein de femmes comme ça qui ont vécu ce truc d'aller raconter une expérience traumatisante à un homme et en fait de se prendre un gros mur dans la gueule et c'est hyper violent et ça rajoute une couche au traumatisme après. Et c'est vrai que ben voilà, il faut aussi que les gens à qui on se confie en tant que femme prennent aussi conscience. Que ça demande un effort et que si la personne fait cet effort, c'est qu'elle vous fait confiance et qu'elle estime que vous pouvez lui apporter du soutien et que vous êtes une bonne personne. Donc évitez de trahir cette confiance-là en étant une grosse merde derrière, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Franchement, il y a des moments où c'est vraiment difficile, mais donc du coup, puisqu'à la base tu me demandais plus un truc que je voulais dire aux femmes, ne remettez jamais la faute sur vous. Parce que, enfin, il n'y a aucun monde où c'est à cause de vous que vous vous faites agresser, que vous faites, je sais pas trop, Mm, enfin, mm. des choses bien pires. On va rester sur le mot agression qui englobe quand même un peu tout. Aussi, un truc, c'est que entre meufs, soyez gentils. Enfin, moi personnellement, la sororité, c'est une valeur, bah, justement, tu parlais de valeurs que je trouve hyper importante. Protégez-vous les unes avec les autres. Soyez bienveillantes les unes avec les autres. Je trouve ça tellement magique aussi. Des fois, on voit des images sur les réseaux de meufs qui se connaissent pas, mais il y a une meuf qui va voir une autre meuf se faire agresser et tout de suite, elle va aller l'aider, etc. Enfin, je trouve que c'est hyper important. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va avancer, c'est en s'aidant mutuellement. Et je pense que c'est aussi un truc que enfin, c'est pas les hommes, mais c'est genre, à force d'une société comme ça nous a mis ça en tête que en fait, on est un peu en concurrence les unes avec les autres. Ouais. Et en fait, ça, il faut qu'on arrête 2 secondes. On est en concurrence de rien du tout. Enfin, au contraire. Et après, de voir que des meufs s'aiment vraiment, se tirent vers le haut, il n'y a pas de jalousie, de machin, de trucs, je trouve que c'est trop beau. Ouais, c'est une trop belle valeur, la sororité. Enfin, je trouve ça trop bien, justement, ce principe de s'entraider et effectivement d'être dans la bienveillance et de se battre ensemble, en fait, pour déconstruire toutes les choses qu'on nous a imposées et toutes les choses négatives qui un peu ont été mises sur notre route et ont construit la société telle qu'elle est. Et c'est vrai que, ouais, il faut dire, on n'est pas en concurrence et on l'a jamais été, en fait. Donc voilà, soutenez les femmes autour de vous, c'est important. Que vous soyez une femme ou que vous soyez un mais surtout, si vous êtes une femme, c'est important. De se déconstruire un peu de ce truc de compétitivité, de concurrence, parce que ça vous apportera rien, alors que, ben, justement, la sororité, ça peut apporter des belles situations et des belles rencontres. C'est ça. Franchement, c'est clairement ça. Et bah, après, je sais pas si tu voulais que je parle de valeurs pas forcément liées au féminisme. Si t'as des choses que tu veux rajouter, tu... En vrai, je te propose ça, mais j'ai pas d'idée forcément. D'accord, bah si t'as pas d'idée, si t'as pas d'idée, écoute, est-ce que t'as des choses que tu voudrais rajouter ou pas? Non, pas forcément. D'accord? Enfin, là, je sais pas trop ce que Non, je mais ça pourrais me va dire. très bien. C'est déjà la fin. Et avant qu'on termine, j'aimerais que tu nous fasses une recommandation, du coup, une personne féminine à aller suivre sur ses réseaux et à laquelle donner de la force et qu'on pourra aller encourager. Bah, il y a Lauria, que j'aime beaucoup. C'est une graphiste dessinatrice que j'ai découvert un peu par hasard quand j'ai été voir une amie à Toulouse. On est passé par un café un peu pop-up store qui vendait des petits objets d'art. Et il y avait sa carte de visite. Et je l'ai pris parce que sa carte de visite était trop mignonne. Et après, j'étais voir ce qu'elle faisait sur les réseaux. Et au moment où je la découvrais, en fait, il y avait la publication d'un magazine très très à gauche que j'aime beaucoup qui s'appelle Frustration Magazine
Et en fait, c'était elle qui créait la couverture de ce magazine-là, donc j'ai découvert comme ça, je me suis dit: «Trop bien» et elle est hyper féministe, elle est très orientée à gauche politiquement. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, artistiquement parlant et humainement parlant. J'aime beaucoup son univers créatif et je trouve qu'elle fait vraiment des très belles choses et en plus, elle se sert de son art pour aussi essayer de faire avancer les choses en termes de féminisme, de lutte des classes, et cetera. Donc c'est vraiment une artiste que je recommande et allez lui donner de la force. Trop bien. Et bah écoute, voilà, il y a ces références et ces réseaux qui s'affichent. Et bien sûr, ce sera dans le lien de la description YouTube. Et bah du coup, on va finir là cette entrevue. Je te remercie beaucoup, Lusa, de t'être rejoint à moi. C'était hyper intéressant et c'était super fun de discuter avec toi. Donc, Merci d'avoir merci beaucoup. participé pour cette version live de ton concept que j'aime bien. Bah, franchement, c'était un plaisir de commencer ce nouvel arc de mon podcast avec toi. C'était très chouette. J'espère du coup que ça plaira à toutes les personnes qui auront suivi le live ou qui regarderont du coup la rediff sur YouTube. Passez tous et toutes une très belle journée, une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, ciao!